Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instruction du championnat d'Allemagne de Sudoku 2021 qui va se dérouler en ligne le samedi 17 avril en 5 rondes et ça va être une véritable orgie de Sudoku. Alors, passons... bon, ça c'est du blabla. Là aussi, c'est du blabla, il y a quand même probablement des choses intéressantes dedans, on verra s'il y a besoin. Notez qu'à chaque fois, il y a le texte en allemand et en anglais, puisque le problème est ouvert, l'épreuve est ouverte aux participants et participantes internationaux. Et donc, il est dit notamment ici qu'il y aura deux classements séparés, un pour les 40 meilleurs ressortissants d'Allemagne, ce qui inclut Christoph Zeliger qui était auteur du round qualificatif, et puis un classement officieux avec des autres personnes d'Allemagne et des gens internationaux, ce qui m'inclut et inclut vraisemblablement la plupart des gens qui suivent cette vidéo. Ok, alors, bon, tout ça c'est du blabla. Il y a quand même certainement un endroit où il était signalé qui sont les auteurs de ces problèmes. Ah oui, c'est écrit ici. Philippe Blume, mon ami Glam Hippo, Stefan Heine, Richard Stock, Wilbert Zwart et Ulrich Voigt, qui est également le directeur du tournoi. Donc là, on a vraiment les auteurs habituels, plus Philippe Blume qui apporte du sang neuf dans l'équipe. Alors voici donc le programme de la journée. À chaque fois, il y a une plage horaire qui est un petit peu plus importante que la durée de l'épreuve, mais pas énormément. C'est-à-dire que c'est vraiment censé se jouer à heure fixe. Donc ça commence à 10h heure allemande, qui pour la France et puis éventuellement la Belgique et la Suisse, c'est évidemment le même fuseau horaire. Et on a une épreuve de 50 minutes avec 10 grilles de Sudoku, ce qui est probablement beaucoup pour 50 minutes. À mon avis, c'est calqué sur les mêmes types de rythmes que les Grands Prix. Donc ça devrait vraiment être rude d'en résoudre beaucoup. Quand on voit là 15 problèmes pour 80 minutes, je pense que c'est pire que du Grand Prix, à vrai dire. C'est encore plus dense que dans le Grand Prix. Donc on a un round avec des variantes, avec deux classiques et des variantes relativement classiques là aussi, que je vais détailler au cours de cette vidéo. Ensuite, on a un round 2 de 45 minutes encore qui couvre des sudoku irréguliers. Donc autant dire que pour moi, c'est un cauchemar. Ensuite, une épreuve de type véritablement Grand Prix qui dure 80 minutes. Bon, c'est un petit peu moins qu'un Grand Prix, mais quand même. Et on a 100 minutes pour le jouer, donc il y a un flottement de 20 minutes avant et après, avec 3 classiques et plein de variantes, là aussi pour la plupart des variantes vraiment standards. Ensuite, un round qui, à mon sens, c'est celui que j'attends avec vraiment le plus d'impatience, un samouraï, où il y aura 5 grilles reliées entre elles, là aussi des variantes vraiment très standards. Et pour finir, un sprint en sudoku classique, ce qui me semble tout à fait adapté à un moment ou un autre de l'épreuve. Un championnat de sudoku doit, à mon sens, contenir une épreuve avec uniquement des sudoku classiques, c'est tout à fait logique. Et donc, 7 grilles pour 35 minutes. Bon, pour vous dire, au championnat du monde, c'était 9 grilles en 25 minutes. Par contre, au championnat du monde, la difficulté n'était pas aussi variée que dans ce round où on va de 18 à 58 points. Donc là, il faudra faire preuve de stratégie, je pense, pour s'en sortir le mieux possible. Ok. Alors, donc, je vais vraiment passer en revue les variantes. Bon, Sudoku classique, je crois que c'est pas la peine que j'explique. Sudoku diagonale, c'est du Sudoku classique avec en plus chacune des diagonales doit contenir les chiffres de 1 à 9. Vous pouvez trouver certainement des vidéos sur Sudokanar qui parlent de ce type. Et à vrai dire, la plupart des variantes proposées dans cette épreuve ont déjà des exemples sur Sudokanar. Odd or even Sudoku. Alors ça, par contre, c'est une variante qui ne me semble pas du tout habituelle.
Et donc, ce qui est dit, c'est qu'au sein de chaque bloc, toutes les cases grisées sont de même parité. Donc, par exemple, ces 3 cases sont toutes les 3 paires ou toutes les 3 impaires, et en l'occurrence, elles sont toutes les 3 paires, puisque sinon, ça ferait 6 chiffres impairs, et il n'y en a que 5 de disponibles. Même chose ici. Là, il y a déjà 2 chiffres pairs, donc là, c'est forcément 3 chiffres impairs. Donc, ça devrait être assez peu différent d'un sudoku classique, je pense. 10 et 5 sudoku. Quand on a un x, ça signifie que la somme des deux chiffres vaut 10. Quand on a un v, c'est que la somme des deux chiffres vaut 5. Et très important, tous les symboles sont indiqués, ce qui signifie que quand il n'y a pas de symbole, la somme ne peut valoir ni 5 ni 10. Fortress. Lorsqu'on a une case grisée à côté d'une case blanche, la case grisée contient un chiffre plus grand. C'est aussi une variante qu'on peut trouver sur Sudokanar. Killer Sudoku, bon, ça c'est un de mes genres préférés, les habitués le savent. En Killer Sudoku, nous avons des cages qui doivent contenir des chiffres tous différents, donc impossible d'avoir le même chiffre là et là, alors qu'a priori les règles standards du Sudoku l'autorisent. Et le nombre dans le coin, c'est la somme des chiffres dans la cage. Bon, je crois qu'il n'y a pas un seul championnat qui ne contient pas un Killer Sudoku, c'est vraiment un des genres les plus populaires, une des variantes les plus populaires. Position Sums, alors ça c'est vraiment la signature des championnats allemands. Je crois que c'est une invention de Christoph Zeliger, je ne suis pas sûr. Si ça se trouve, non. Bon, en tout cas, il y en a eu à la qualification. J'en ai composé un. Je ne suis pas sûr d'avoir fait un corrigé sur la chaîne, mais par contre, vous pouvez trouver la résolution sur Sudokanar d'un problème de position sums qui, lui, était un problème de Christoph Zeliger. Et oui, ben, je vais donner la règle quand même. Donc, le numéro qu'on a en blanc dans la marge, c'est la somme des deux chiffres qui sont là. Et le numéro qu'on a là, c'est la somme des deux chiffres dont les positions sont indiquées par ça. Alors, je vais donner un exemple précis. Par exemple, là, les deux sommes valent 5. Donc, il y en a... Ah, je vais commencer par le 3 plutôt. Le 3, c'est 1 plus 2. Donc, on va avoir ça ou ça. Le 5, maintenant, ça va être 1 plus 4 ou bien 2 plus 3. Et inversement ici. Ce qui fait bien que la somme ici vaut 7. Et maintenant, ce que ça nous dit, ce 6 nous dit que la somme du troisième chiffre et du quatrième chiffre de la colonne vaut 6. C'est-à-dire la somme de ces deux chiffres vaut 6. Et vu les chiffres qui ont déjà été placés, c'est forcément avec un 5 ici et un 1 là. Et ensuite, donc, ce 13 nous dit que la somme de ces deux chiffres vaut 13. Donc on a un 8 ici. Et ce 13 ici nous dit que la somme de ce cinquième chiffre et de ce huitième chiffre est égale à 13. Ce qui sera 4 plus 9 ou bien 6 plus 7. Notons que ça peut facilement se décider, puisque là, la somme de ces deux chiffres vaut 13. Donc c'est forcément 6 et 7. Et on a un 9 ici. Et ensuite, la somme du sixième et septième chiffre, ici, vaut 3. Ce qui fait que ça va être un 2 et un 1. Et maintenant, ces deux chiffres doivent être 6 et 7, puisque la décomposition 9 plus 4 n'est plus disponible. Et je ne vais pas terminer la résolution de ce problème, mais c'est pour vous montrer de quelle manière on peut le démarrer. Et en même temps, j'ai expliqué la règle. Donc ça c'est pour Canard, ça. Quadro Sudoku, c'est une variante qu'on voit assez rarement. Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà vue en Grand Prix, par exemple. Je sais que j'ai déjà vu dans des concours, mais on ne la voit pas très souvent. Et la règle, c'est qu'à chaque fois qu'on a un carré de 2 sur 2, eh bien, il y a au moins un chiffre pair et au moins un chiffre impair. Il est interdit que les 4 chiffres aient la même parité. Et par exemple, ici, ça veut dire que ça, c'est forcément un chiffre pair. Et avec le 2, le 4 et le 8, on peut même en déduire que c'est un 6, qui ensuite donne un 6 ici par Sudoku. De même ici, ça ne peut pas être 4 chiffres pairs, donc ça, c'est un chiffre impair. Et sachant qu'on a déjà 1, 3, 5, 9 qui voit cette case, ça permet de placer un 7. Et voilà donc un début facile sur ce problème. Évidemment, sur le reste, c'est un petit peu plus délicat. Mais par exemple, on peut voir ici avec le 3 et le 5
qu'il y aura forcément au moins un chiffre pair sur ces deux cases. Et ça doit probablement intervenir plus tard dans la résolution. Palindrome, ça c'est aussi un genre que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'on a une ligne grisée, c'est un palindrome, ce qui signifie que la liste des chiffres se lit pareillement dans les deux sens. Donc en particulier, si j'ai un chiffre A ici, je vais avoir le même chiffre A ici. Le chiffre B va apparaître également ici, et comme ceci. Et de même chiffre ici et là, même chiffre ici et là. Et donc une stratégie à utiliser, c'est de voir pour les deux occurrences d'un même chiffre, quelles sont les valeurs interdites. Par exemple, pour celle-ci, on voit qu'il y a 1, 4, 3, 5, 8 qui sont interdites. Pour celle-ci, il y a 4, 6 et 7 et 8 qui sont interdites. Si je ne me trompe pas, il n'y a que 2 et 9 qui restent comme candidats. Et en faisant ça pour chacun des chiffres du palindrome, en général, on arrive à un certain nombre de restrictions, et le reste est du sudoku classique. Donc ça termine le passage en revue des variantes qui seront proposées dans le round 1. Maintenant, on va attaquer le round 2, qui est le round chaos ou chaos. Il s'agit de sudoku irrégulier, c'est-à-dire un sudoku dans lequel on doit toujours avoir chaque chiffre exactement une fois par ligne et par colonne, mais aussi une fois par bloc. La différence, c'est que les blocs sont biscornus. Ils peuvent être 3 sur 3, mais pas tous. Ce n'est pas la configuration habituelle de sudoku. Et pour moi, c'est un véritable cauchemar de voir comment les choses s'arrangent là-dedans. Et nous avons donc plusieurs variantes du chaos. Nous avons celle-ci où l'une des régions est éparpillée. Scattered en anglais, éparpillée. Donc il y a une des régions ici qui est éparpillée. Elle est notée en gris. Et puis le reste, c'est des régions irrégulières standards de sudoku irrégulier. On a la version cylindrique, où on a là des régions bien délimitées avec leurs 9 cases. Ah, ici, il doit y avoir une erreur. Oui, là, il y a une erreur, il y a une délimitation qui n'a pas été mise au bon endroit. Je pense que ça sera rectifié dans une version ultérieure du livret. Et puis, nous avons des régions qui débordent. Par exemple, vous voyez, cette région-là déborde ici. On a 6 cases ici, 7, 8 et 9. Et puis cette région, ici on a 7 cases, et les deux dernières sont là. Donc c'est assez délicat. Il y a aussi des versions toriques où on fait ça aussi entre la gauche et la droite. Là c'est juste en haut et en bas. Mais c'est déjà assez délicat. Un exemple de déduction qu'on peut faire, c'est que le 5 qui est là, c'est le 5 de cette région, donc on n'a pas de 5 dans ces deux cases. Faut bien s'accrocher sur ce genre de variante. On peut voir aussi que le 8 et le 7 qui ne sont pas là vont être parmi ces cases-là et celle-là. Attention. Ouais, un cauchemar. Ah là, des grilles 7-7 irrégulières, ça me plaît déjà plus. Surtout quelque chose comme outside sum. Bon, ça devrait être une variante vraiment facile. Le principe de outside sum, c'est que chaque nombre donné dans la marge, c'est la somme des deux premiers chiffres. Donc, vous voyez qu'ici, on va avoir 1 et 3, et par conséquent 2 et 6 ici, et puis 4 et 7, et puis 5. Ici, 1 et 2. Bon, puis après, faut commencer à réfléchir un petit peu plus. Et, oui, ici, c'est 1 et 3, donc d'après ça, on a le 3 et le 1 comme ceci. Comme je disais, après, il faut réfléchir un petit peu plus. Mais ça ne devrait pas être trop hostile à des personnes comme le canard qui aiment bien tout ce qui est les variantes mathématiques. Et en matière de variantes mathématiques, on en a une autre ici, le Little Killer. Little Killer, donc il faut bien voir qu'on utilise des chiffres entre 1 et 7 ici. Donc chaque flèche donne la somme des chiffres sur la mini-diagonale. 9, c'est la somme de ces deux chiffres. 7, c'est la somme de ces deux chiffres. Ce qu'il faudra retenir, c'est que la somme des chiffres de 1 à 7 est égale à 28. Puisqu'on a une grille 7-7, ça pourrait se révéler utile. Par exemple, si vous voyez ici ce 8 et ce 2,
ce 8 et ce 12, c'est la somme de ces 5 cases. La somme de ces 5 cases fait 20 points, ce qui veut dire que la somme des deux autres cases ici fait 8. On a une sorte de cage killer éparpillée ici, qu'on peut certainement utiliser. Le 20 ici, avec des chiffres entre 6 et 7, ça va forcément être 7, 6 et 7. Et notez que la paire 6 et 7 ici ne peut pas être un double 7 puisque c'est dans la même région. Et en n'ayant pas le 6 et le 7, ce 9 c'est forcément 4 et 5. Voilà comment. Et puis évidemment les trois chiffres restants sont 1, 2 et 3. Et voilà de quelle manière on peut débuter ceci. Ce 7 c'est forcément 1, 2, 4. Ensuite le 9 c'est forcément 3 et 6. Donc il y a vraiment moyen sur cet exemple de s'en sortir. Surtout si on aime bien ces variantes mathématiques, je le redis. Ensuite, encore deux variantes de chaos. On retourne sur des grilles 9-9, non-consecutive. Donc la règle, c'est que deux chiffres voisins comme ceci ne peuvent pas être consécutifs. Ce qui nous dit en particulier qu'aucune de ces deux cases ne contient 6. Aucune de ces deux cases ne contient 6, donc on va avoir un 6 dans une de ces deux cases. Et donc, en utilisant ça, on a un 6 dans une de ces trois cases, mais ce n'est pas à côté du 7, donc on a un 6 parmi ces deux cases. Vous voyez le genre de déduction qu'on peut faire avec cette contrainte non consécutive, et il faut réussir à combiner ça avec le fait que c'est un sudoku irrégulier. Une grande aventure. Windoku, avec le chaos. Donc Windoku, on a notre sudoku irrégulier, et en plus on a 4 régions en forme de fenêtre ici, qui doivent contenir chacune les régions de 1 à 9. Et une astuce absolument fondamentale dans les Windoku, c'est de regarder ce qui se passe dans un groupe de 3 colonnes ici. Dans un groupe de 3 colonnes, on a 3 fois les chiffres de 1 à 9, mais on sait qu'on les a une fois ici, une fois là. Donc il reste une fois chaque chiffre de 1 à 9 dans la région que je suis en train d'entourer, en train de mettre en évidence. Et le fait que ça soit un Windoku irrégulier n'y change rien. C'est vraiment de la logique purement de colonne qui fait ça. Et évidemment, il y a la même chose pour ceci. Ça contient les régions de 1 à 9. Et puis, il y a la même chose à cet endroit. Je pense avoir résolu des Windoku dans d'autres vidéos. Donc là, ce sont encore 2 régions avec les chiffres de 1 à 9. Et là, toutes les régions mises en évidence contiennent 8 fois les chiffres de 1 à 9, mais dans toute la grille, il y a 9 fois les chiffres de 1 à 9, ce qui fait qu'en fait, toutes les cases que je suis en train de mettre en évidence ici forment encore une région supplémentaire avec les chiffres de 1 à 9. Ce qui, dans certains problèmes de Windoku, est véritablement, et parfois la clé pour démarrer la grille. Et ici, il y a la difficulté supplémentaire qui découle de la géométrie particulière de la grille. Voilà, qui rend les choses bien compliquées. Mais quand même des choses à bien comprendre avec le sudoku irrégulier, c'est que vous voyez que ces 9 chiffres ici sont les chiffres de 1 à 9. Ces 9 chiffres aussi, il y a 5 chiffres en commun. Donc les 4 chiffres qui dépassent sont les mêmes dans les deux cas. Les 4 chiffres qui sont là sont les mêmes 4 chiffres que là. Et en particulier, 7 et 2 doivent être parmi ces 3 cases. On a fait le tour du chaos et on peut passer maintenant à la grande épreuve de 80 minutes qui commence par 3 grilles de sudoku classiques, 19, 20 et 21. Et ensuite, Extra Regions. On avait déjà un exemple d'Extra Regions avec le Windoku. Chaque région grisée contient les chiffres de 1 à 9. Et si vous voulez un exemple sympathique d'Extra Regions, vous pouvez regarder le dernier round du Grand Prix. C'est une grille signée Sudocanard. Et sur cet exemple, on peut appliquer exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'en grille, on a exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Dans ce bloc aussi, on a 5 chiffres en commun ici. Et par conséquent, les 4 chiffres qui sont là sont exactement les 4 chiffres qui sont là. En particulier, ça c'est un 1. Et il reste 4, 6, 9 à placer là-dedans. Donc avec le 6 et le 9, ça c'est un 4. Et vous voyez, 6 et 9 dans ces deux cases. Voilà une manière de débuter ce problème,
Après, vous avez aussi les raisonnements de Sudoku classique. Le 2 ici nous dit qu'il y a un 2 par là. Et en combinant ça, on peut placer un 2 ici. Donc évidemment, dans les variantes, il ne faut jamais oublier de régulièrement revenir aux techniques de Sudoku classique. Là, on grise aussi les choses, mais c'est un Renban, ce qui est une autre règle. Le principe, c'est que les 4 chiffres qui sont dans ces 4 cases sont consécutifs. 4 chiffres différents consécutifs, ce qui, en vertu de ce 3 et ce 8, nous dit qu'il s'agit forcément de 5, 6, 7, de 4, 5, 6 et 7. Et avec les chiffres qui sont donnés, il y a pas mal de limitations. Et puis, ça nous place un 1 ici, un 2 et un 9 dans ces 2 cases. Et on peut continuer. Donc, plus généralement, dès qu'on a une région grisée, les chiffres doivent être tous différents et former un ensemble consécutif dans un ordre quelconque. Le 4, les chiffres consécutifs ici, si ça se trouve, on va avoir, je ne sais pas, mettons un 5 ici, un 3, un 4, un 6 et un 7. Et je regarde si ça marche, parce que je les ai mis au pif. Ouais, ça a l'air de marcher. Donc si ça se trouve, c'est ça, mais il y a quand même une forte probabilité que ça ne soit pas ça. Disjoint group, ça c'est une sorte de extra region avec 9 extra regions. Et les extra regions, c'est on prend tous les chiffres qui sont à la même position dans les différents blocs, et ça c'est une région supplémentaire. Voilà, donc ça c'est une région supplémentaire. Ça signifie que ici les 9 chiffres doivent être tous différents. Et ceci non seulement là où je viens d'indiquer, mais pour chacune des 9 positions au sein d'une case. Donc, si on regarde par exemple les cases centrales, je vais les entourer en rouge. Oups. Voilà les cases centrales. Évidemment, lors d'une épreuve en temps limité, on n'a pas le temps d'entourer en rouge. Là, je le fais pour vous montrer. Eh bien, ces 9 cases rouges doivent être comme une région standard de Sudoku. Ce qui veut dire que les 5 chiffres que je suis en train d'indiquer sont tous différents de 2, 8, 7 et 9. Ce qui, bon, alors évidemment, celui-ci, c'est ni 7, ni 9, ni 2, ni 8. Donc celui-ci, ça ne nous apprend rien. Mais celui-ci, par exemple, bon, il ne vaut pas 2, mais il ne vaut pas non plus 7, 8, 9. Il ne vaut pas non plus 1, 5, 6. Donc ça fait qu'il vaut 3 ou 4. Ça nous permet de grosses restrictions comme ceci. Eh bien, ça nous donne que dans cette colonne, le 7 n'est pas là, donc il va être dans une de ces 2 cases. Et ça n'est pas 5 non plus, donc ça c'est un 6. On peut directement mettre un 6 là-dedans grâce à cette règle. Moi je trouve ça épuisant comme variante, pour vous dire la vérité. Antidiagonale. Ça c'est une variante assez sympathique, mais qui peut être trompeuse. Et je dois vous dire, pour avoir essayé, que créer un Sudoku antidiagonale, c'est pas facile. Alors la règle n'est pas qu'on a tous les chiffres sur chaque diagonale, mais au contraire, qu'on a le moins de chiffres différents possible, c'est-à-dire 3 chiffres différents sur chaque diagonale. Les 3 chiffres qui sont là sont les mêmes que ceux-là et les mêmes que ceux-là. Et de même, les 3 chiffres qui sont là sont les mêmes que ceux-là et les mêmes que ceux-là. Et donc, ce qu'on fait en général, c'est essayer de déterminer les 3 chiffres par diagonale. Et vous pouvez déjà voir que sur cette diagonale, les chiffres sont différents de 9, 7, 6 et 3. Ils sont donc parmi 1, 2, 4, 5, 8. Donc chacun des chiffres sur cette diagonale sont parmi 1, 2, 4, 5, 8. Et si vous regardez bien, avec ça, on peut voir que lui, c'est 1 ou 4. Et avec ici 1, 2 et 8, celui-ci, c'est 4 ou 5. Avec 8 et 5, ça, c'est 1, 2 et 4. Celui-ci... Oula, 2, 4, 8, 6. Celui-ci, c'est un chiffre impair. Et c'est un chiffre impair qui va être sur les 2 diagonales. Et c'est certainement un point assez crucial. Lui, c'est un chiffre impair. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était un chiffre impair? Ah non, c'est pas un 2, c'est un 5. Bon, alors j'ai dit n'importe quoi. Donc, le chiffre du milieu, c'est un de ces chiffres-là qui est différent de 4, 5 et 8. Donc, ça doit être 1 ou 2. Mais ça ne peut pas valoir 1 puisqu'il est aussi sur cette diagonale. Donc dès le début, on peut placer un 2 au centre de la grille. Voilà. Donc, ce chiffre qui est là doit être différent à la fois de ceux qu'il voit le long de la croix centrale, mais aussi différent de ceux qui, dans les blocs, sont donnés
en n'étant pas diagonal, en n'étant pas sur la diagonale. Et maintenant, on sait que le 2 va être quelque part sur cette diagonale, sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là. Thermo. Bon, Thermo, c'est comme Killer. Thermo et Arrow font vraiment partie des genres les plus fréquents dans les grands prix. Vous pouvez trouver pléthore de grilles pour vous entraîner. Le principe de Thermo Sudoku, c'est que le long d'un thermomètre, en partant du bulbe, les chiffres augmentent strictement. Et Arrow, chaque chiffre placé dans un rond comme ceci est la somme des chiffres le long de la flèche. Chiffres qui peuvent avoir des répétitions si c'est permis par les règles du Sudoku. Et sur cet exemple, on peut voir qu'ici on a minimum 3 plus 4 plus 1, on a minimum 8 comme somme, donc ça va être 8 ou 9. Et ici, ça va forcément être 1, puisque si c'était 3, on aurait minimum 3, 4, 3, ce qui ferait 10. Et là-dedans, ou bien c'est 3, 4, ou bien c'est 3, 5, selon qu'on a un 8 ou un 9 ici. Voilà le genre de raisonnement avec lesquels on peut démarrer sur une grille comme celle-ci. Kropki. Alors Kropki, je sais que Bastien déteste ça. Moi, j'aime beaucoup par contre. C'est une variante mathématique dans laquelle un rond noir indique qu'un des chiffres est le double de l'autre. Et en particulier ici, ça sera forcément 1, 2, 4, 8 dans un certain ordre. Quand on a un rond blanc, ça signifie que les deux chiffres sont consécutifs. Et quand vous avez 1 et 2 côte à côte, vous pouvez voir que n'importe quel rond peut convenir. Et, chose importante, tous les symboles possibles ont été donnés. Ce qui signifie que quand vous n'avez pas de symbole entre deux cases, les deux nombres ne peuvent pas être consécutifs et ne peuvent pas être dans un rapport où l'un est le double de l'autre. Et bon, pour débuter cette grille, on a évidemment le 1, 2, 4, 8 ici, et il y a aussi le fait que les chiffres ici soient tous consécutifs. Ce qui permet en particulier de voir ce qui se passe selon qu'on met un 8 ou un 1. En fait, c'est vite vu, parce que vous voyez que si je mettais un 1 ici, j'aurais besoin de mettre 2 ici et là, et ça ne marcherait pas. Donc cette grille est vraiment très facile à démarrer. Voilà. C'est vraiment... Voilà, comme ceci, ce qui place le 1 en haut et le 9 en bas. Vous voyez que cette grille a un point de départ vraiment, vraiment clément. On peut voir ensuite que les deux points noirs correspondent d'un côté à 3, 6, de l'autre côté à 4, 8. Il reste à déterminer lesquels, et ainsi de suite. Rossini. Rossini Sudoku. J'en ai déjà présenté sur la chaîne parce qu'il y en a eu un Grand Prix un peu plus tôt dans l'année. Le principe, c'est quand on a une flèche, ça indique que les trois chiffres qui sont dans la ligne de mire de la flèche, les trois premiers chiffres, sont croissants dans cet ordre. Donc cette flèche dit que les chiffres vont en croissant depuis ce chiffre vers celui-là. Et cette flèche dit que ça va dans l'autre sens. Et on pouvait se douter qu'en finissant par un 8, ça n'allait pas être croissant en partant du 8. Mais j'entends par là que, de manière générale, donc ces trois chiffres vont aller en croissant de la droite vers la gauche. Ici, du haut vers le bas, ici du bas vers le haut, ici du haut vers le bas. Et, très important, quand vous n'avez pas de flèche dans la marge, c'est que les chiffres ne vont pas en croissant. Ils vont faire quelque chose comme 3, 9, 2 par exemple. Vous voyez qu'ils ne sont pas dans l'ordre croissant ni décroissant. Ou ça pourrait également faire un creux comme 9, 3 et 4. Auquel cas, ça descend d'un côté et ça monte de l'autre. Et cette contre-règle est extrêmement importante. Sur cette grille, il faudrait voir comment commencer aux endroits où il y a, par exemple, ce 5. Ce 5 doit être le plus grand de ces trois chiffres. Le 1 n'est pas disponible. Donc ça, c'est minimum 3, ça maximum 4. Donc on va forcément avoir 4 ici et 2 ou 3 là. Ici, on sait que le chiffre est plus petit que 7, ce qui veut dire que sur cette colonne, le 9 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Ah, pardon, ces chiffres-là ne sont pas corrects. Bon, ça nous dit juste qu'on a un 9 parmi ces deux chiffres. Voilà. Pas se faire avoir avec ce genre d'ânerie.
Et ici, vous voyez que le fait qu'il n'y ait pas de flèche nous dit qu'on n'a pas un chiffre plus grand que le 3. Donc ça ne peut être que le 1. Bon, à vrai dire, ce 1 ne pouvait de toute façon pas être là à cause de cette flèche, et il ne pouvait pas être là non plus à cause de cette flèche. Donc il y a vraiment plusieurs manières de décider qu'on a un 1 ici. Ensuite, là on arrive à des variantes un petit peu plus rares que Kropki ou Rossini. Sum 20. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie que donc, les nombres qui sont dans la marge nous donnent, dans la ligne ou colonne correspondante, le nombre de fois où on a 3 cases consécutives dont la somme donne 20. Donc, sur cette ligne, il n'arrive jamais que 3 chiffres d'affilée et une somme égale à 20. Et ça, je dois dire que c'est fascinant. Alors, là, je le dis tout de suite, il faut absolument savoir quelles sont les décompositions de 20. Donc, vous pouvez tout ça... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 21, moi. Donc, il faut absolument les connaître ou simplement les écrire dans un coin. Les décompositions sont celles-ci. Et donc, en avoir deux dans une même ligne ou une même colonne, comme c'est le cas ici, c'est extrêmement contraignant. Il n'y a vraiment pas des tonnes de manières d'en avoir deux dans une même ligne ou une même colonne, parce que dès que vous prenez deux décompositions, elles ont au moins un chiffre en commun. Là et là, il y a le 9 en commun, là aussi, là c'est le 8, là c'est le 7, là c'est le 9, là c'est le 5. Donc vous pouvez être sûr que quand il y a un 2 comme ceci, ça signifie qu'on va enchaîner deux de ces deux décompositions avec le chiffre commun au milieu. Donc, par exemple, dans cette colonne, on pourrait avoir, alors c'est pas le 9 qui est le chiffre commun, vous pouvez remarquer, donc il y aura forcément ça avec autre chose, et ça va être ces 5 chiffres-là. Donc on pourrait avoir par exemple 3, 9, 8, 5, 7. Ça, c'est une décomposition possible. Je ne dis pas que c'est ça dans la solution de ce problème. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je fasse une vidéo pour résoudre ce problème, ça serait intéressant. Bon, pardon, j'ai mis un 9 ici, mais je voulais dire 8, bien entendu. Hein, on n'a rien vu. Et je me disperse. Je disais donc que voilà, ça serait une possibilité pour réaliser ce 2. Et pour réaliser ce 2, donc on doit avoir 5 gros chiffres d'affilée. Vous voyez que c'est délimité par ce 2. Donc on est sûr d'avoir au moins ces 4 gros chiffres, le cinquième étant celui-ci ou celui-là. Et on est sûr d'avoir le 6 dedans. Et remarquez que le 6 n'est pas celui de la jonction, puisque 6 apparaît seulement dans cette décomposition. Donc la jonction se fait ici. Et elle ne se fait pas avec le 9. Donc après, il faut voir les différentes éventualités. Mais on peut dire que c'est ces 5 chiffres-là. Ah ben c'est pas dur, ici on a 9, 6, 5. J'efface ça, parce que ça, il n'y a pas de raison que ce soit correct. On a 9, 6 et 5, et là c'est 7 et 8 dans un certain ordre. Et puis 4 et 1 et 3. Voilà, donc là on a un vrai point de départ avec le 2 de cette colonne. Et ensuite ce 1, 3 nous dit que les 5 chiffres consécutifs de cette ligne sont ceux-là. Et le chiffre commun n'est pas le 5. Donc il reste encore 7, 8 et 9 comme candidats ici à être le chiffre commun. Next to 9. Donc, ça aussi c'est une variante assez rare, pourtant j'ai bien souvenir de l'avoir déjà vu. Les chiffres qu'on nous donne ici sont, dans la colonne correspondante, les chiffres qui encadrent le 9. Donc ça veut dire que quelque part dans cette colonne, nous avons 4, 9, 7 ou 7, 9, 4. Et on ne nous dit pas dans quel ordre ils sont. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on nous donne les chiffres dans l'ordre croissant, ça ne nous dit pas dans quel ordre ils sont placés dans la colonne, détail important. Et évidemment, si vous avez un chiffre isolé, ça signifie que le 9 va être au bord. Donc on aura peut-être 9 et 8 comme ceci, et 9 et 1 comme ça, ou bien l'inverse. Sauf que l'inverse n'est pas possible, ça ferait 9 et 1, et ça clasherait avec ça. Donc ici, on peut déjà placer ces chiffres-là. Et après, il faut voir. Ah oui, on a le 9 qui est déjà donné. Ah oui, il y a pi sur la diagonale, sympathique.
Donc 2 et 8 doivent aller là, et grâce à ce 2, vous voyez qu'on peut placer ce 8 et ce 2. Et c'est pas mal de prendre note de ce qu'on a déjà utilisé. Ensuite, le genre de logique pour prolonger, puisqu'on a ce 9 et ce 9, on sait qu'il va y avoir un 9 dans une de ces deux cases, entouré du 3 et du 6, et ça commence à donner des contraintes sur la suite. Odd and even Sudoku, bon, ça c'est vraiment une variante extrêmement standard. Le carré gris indique qu'on a un chiffre pair, le rond gris indique qu'on a un chiffre impair, et après c'est les règles du Sudoku classique. Et si je me souviens bien, c'est une grille assez chère, alors que c'est rare d'avoir des odd-even qui sont vraiment difficiles. Pour s'entraîner à un odd-even difficile, je sais qu'il y en a un de Thomas Snyder sur le site GM Puzzles. Si j'ai de la suite dans les idées, je ferai une vidéo dessus, mais j'ai déjà tellement de vidéos à faire cette semaine que je ne sais pas comment je vais me débrouiller. En tout cas, ça peut valoir le coup de s'entraîner sur une grille difficile de cette variante, parce que ça va être grosso modo un classique difficile avec des pencil marks. Bon. Tiens, par exemple, pour vous donner un exemple de raisonnement, vous voyez qu'avec ce 7 et ces 4 ronds, les 5 chiffres impairs de cette colonne sont localisés, ce qui veut dire que les autres chiffres sont pairs. Donc ici on a un 2, les 3 autres chiffres sont 4, 6 et 8. Donc d'après ce 4, on a 6 ou 8 ici, on a 4 ou 8 ici, on a 4 ou 8 ici, ce qui fait qu'en bas c'est un 6. Et de même sur cette ligne, on a déjà le 2 et 3 autres chiffres pairs, donc ce sont 4, 6 et 8 dans ces cases, ce qui donne directement le 6 ici, le 8 là et le 4 là. Bon, ça évidemment, ça ne sera pas une grille à 80 points, la grille d'exemple qu'on voit ici. Mais c'est pour montrer le genre de raisonnement qu'on peut faire avec cette contrainte odd-even. La contrainte pair-impair si vous préférez. XY Differences Sudoku, ça je suis à peu près sûr que c'est une variante d'invention récente. Je suis à peu près sûr aussi d'en avoir testé un il y a quelques mois, mais je ne crois pas avoir fait de vidéo dessus. Alors la règle, c'est que lorsqu'il y a un symbole comme ceci, donc là c'est un symbole horizontal, ça signifie que la différence entre ces deux chiffres est égale au premier chiffre de la ligne. Donc le chiffre qui est là, c'est la différence entre ces deux chiffres. Et ça va aussi être la différence entre ces deux-là, et puis entre ces deux-là. Donc le premier chiffre de la colonne pour les symboles placés verticalement, le premier chiffre de la ligne pour les symboles placés horizontalement, c'est la différence des deux chiffres. Et par ailleurs, la contre-règle est vraie. C'est indiqué ici. S'il n'y a pas de symbole carré comme ceci, ici, ça signifie que la différence entre ces deux chiffres n'est pas égale au chiffre qui est ici. Donc ça doit être assez intéressant de regarder cette grille. Une chose que je trouve intéressante ici, c'est que la différence de ces deux chiffres, c'est celui-ci, ce qui veut dire que celui-ci, c'est le double de ce chiffre. Et vu le nombre de carrés qu'il y a sur cette ligne, 1 semble être un bon candidat, mais ça pourrait aussi être 2. On pourrait avoir 2, 4, ici quelque chose comme 1, 3, 5, ici comme 6 et 8. Ça pourrait tout à fait marcher. Donc ça conclut cet énorme round de 80 minutes. Bon, je dis énorme, c'est jamais qu'un grand prix, hein, il y a 15 grilles, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de choses à faire que dans un grand prix avec 10 minutes de moins. Évidemment, des gens comme Bastien, ça leur fait pas peur. Hein. Samouraï. Alors Samouraï, ça ressemble à ça. Évidemment, là, on n'a pas de grille d'exemple parce que c'est déjà tellement compliqué à construire. Nous avons 5 grilles de Sudoku qui communiquent via ces blocs 3-3. Et chacune des grilles suit une variante standard, killer ici, diagonale ici, non-consecutive ici, 15 ici, le X et le V, et palindrome ici. Et il va s'agir de résoudre un maximum de ces grilles pendant les, 45 minutes, je crois, ou 35 minutes. Je regarde en vitesse, si mon ordi veut bien s'allumer.
passer. Allez, 45 minutes. Bon. Et alors, contrairement aux autres rounds, je dirais que celui-ci a l'air raisonnable. Je prétends pas que, ouais, c'est sûr, sans problème, je vais résoudre les 5 grilles en 45 minutes, mais honnêtement, ça me fait beaucoup moins peur que 15 grilles en 80 minutes. Après, ce qu'il faut voir, c'est que probablement aucune des grilles ne peut se résoudre totalement par elle-même, ou alors peut-être une dans le lot. Mais il va falloir utiliser des communications pour exploiter des progrès dans une grille pour les transmettre dans une autre grille. Alors, un problème qui se pose réellement avec ça, c'est de ne pas se faire avoir. C'est-à-dire que ces trois blocs ici contiennent bien les chiffres de 1 à 9 ici. C'est vrai aussi pour ces trois-là, c'est vrai aussi pour ces trois-là. Et le danger, c'est de raisonner avec ces trois-là. Mais attention, ces trois-là peuvent très bien avoir des chiffres qui se répètent. Les chiffres qui sont là peuvent avoir des chiffres en commun avec ça. Et ça peut être extrêmement trompeur visuellement. J'ai déjà participé à un round sur Logic Masters India où il y avait des samouraïs et je les ai tous soit plantés, soit abandonnés, tellement j'étais pas préparé à ça. En tout cas, je dirais que c'est le round que j'attends avec la plus grande impatience sur ce championnat. Et puis, après on a les solutions, donc ça sert à rien que je les détaille. Effectivement, le dernier round, c'est du Sudoku classique, donc je n'ai pas besoin d'expliquer. Donc voilà le programme de ce championnat allemand qui a l'air d'être quelque chose de somptueux. Il n'y a vraiment aucun autre pays qui organise en ligne un tournoi de cette ampleur. On a d'autres championnats, comme la qualification suisse, où on aura le championnat du Royaume-Uni probablement au mois de juin. Mais 5 rounds avec ce niveau d'organisation et une qualité globale des problèmes qui ne fait aucun doute vu la liste des auteurs. Donc c'est vraiment un événement annuel qui doit se savourer. Et c'est bon, je vais quand même préciser que si on peut le savourer, c'est à cause de cette pandémie. Donc effectivement, on s'en passerait volontiers finalement. Mais bon, quand de temps en temps il y a un petit point qui permet de profiter de quelque chose, on ne va pas non plus pleurer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.